beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Jean Podéros. Je suis le créateur et le directeur d'une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Courtes et Longues, qui ont tout juste 15 ans. Euh, c'est une maison dont j'ai porté le projet en fait pratiquement depuis l'enfance et j'ai voulu qu'elle soit fidèle à mes rêves. Et donc, deux choses m'étaient importantes, notamment, euh, plein d'autres choses, mais deux choses importantes, c'était le rapport avec les auteurs, qu'il soit identique à ce qu'il serait si j'étais l'auteur de cette maison d'édition, et puis aussi explorer les frontières éditoriales. Quand j'étais enfant, j'étais passionné de Lego, je voulais toujours reconstruire d'autres choses avec mes briques de Lego, et donc voilà, j'avais très envie de pouvoir faire des livres qui soient un petit peu plus que des livres. Euh, et voilà, le salon a présenté les invités de cette séance, mais je vais le refaire quand même. Elisabeth Bramy, Betty Bone, Nancy Gilbert, Anna Griot et Solveig Zingraf, qui nous ont fait l'amitié d'être ici. On va d'abord parler avec Elisabeth Bramy de cette rencontre qu'on a eue ensemble, une rencontre initiée par une autre auteure que j'ai eu la chance de publier, qui s'appelle Marie Sellier, qui est une grande auteure et qui est une amie commune. Euh, Elisabeth, c'est une auteure qui a publié plus de 100 livres, qui est la directrice de collection émérite, qui a publié chez de très grands éditeurs. Elle n'a pas besoin des éditions courtes et longues pour exister. Néanmoins, quand elle est venue en rendez-vous pour la première fois, elle m'a présenté comme une jeunette de projets comme ça, mais vraiment avec toute humilité, et je trouve ça tellement formidable de faire ça de cette manière-là. Et ces deux projets, je ne les ai pas retenus, mais à glisser d'une pochette quelque chose, peut-être, Elisabeth, peux-tu nous raconter l'histoire de La couleur des saisons que je vais commencer enfin, dont je vais vous montrer la couverture. Alors, vous n'allez plus voir Elisabeth, vous n'allez plus voir les intervenantes, mais vous allez voir des images quand même. À toi, Elisabeth. Oui, bah alors, l'histoire de la couleur des saisons, elle est merveilleuse. D'abord, si, j'ai besoin des petits. J'ai déjà fréquenté des petits, des éditeurs microscopiques du temps où Thierry Magnier était un bébé. Et non, je n'ai pas de hiérarchie. Effectivement, tu racontes cette histoire de ces deux projets dont je me souviens même pas et que je t'ai présenté. Ils sont peut-être nés ailleurs entre-temps. Mais je préparais pour mon père, qui est bêtement mort depuis très longtemps, une rétrospective à ce moment-là. J'avais une invitation à une exposition dans mon sac et voilà. Et tu as eu entre les mains une reproduction, une invitation. Je t'ai dit, ben, vous n'avez qu'à venir au vernissage si vous voulez. Et puis, il s'est passé quelque chose sur ton visage que je n'ai pas compris. Euh, un an est passé, je me suis dit, bah, le gars, bon, bah, rien ne l'intéresse, c'est pas grave, on ne fera pas affaire. Et au bout d'un an, tu as appelé, tu m'as dit, vous m'avez laissé cette invitation, je serais intéressée par ce projet dont vous avez vaguement évoqué l'existence. Moi, mon projet, il n'était pas vague, il était ficelé, mais comme Jean est un type incroyable, euh, j'ai cherché à essayer de comprendre, à essayer de vous trouver l'image qui correspond à qui est Jean. Enfin, Jean, c'est le gars qui voit le cheval dans le bloc de marbre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est quelque part un voyant. Il sait, quand on lui apporte du matériel qu'on croit pas brut et qu'on croit être du marbre, en tant qu'auteur, avec son ego, et pas c'est l'ego à lui, eh bien, il y voit ce qu'on peut en faire, pas ce qu'il peut en faire lui, parce qu'il est trop respectueux, mais ce qu'on peut aller plus loin pour le faire naître, ce projet. C'est ce qui s'est passé avec mon bouquin. Donc, il n'a absolument pas touché à mon idée des 4 saisons, il n'a pas touché à mon idée de mise du dispositif, puisque j'écrivais à partir des reproductions de tableaux de mon père. Il faut Euh, peut-être je, dire, Elisabeth, que tu voulais faire un livre autour des 4 saisons.
Oui, je viens de dire, donc, les 4 saisons, de toute façon, entre-temps, le titre avait été pris, j'ai parlé des 4 saisons de Proveller, puisque c'est le nom de mon père, Emmanuel Proveller, et j'avais donc pris les images, et je voulais faire des petits haïkus à la fin. C'était hyper bien, ça tournait, c'était pour les petits, et Jean l'a accepté comme ça. Et puis un jour, il est venu chez moi, sur mon canapé blanc, et il m'a dit, je ne sais pas si je vais oser, mais je vais le dire, gna gna gna, il tournait autour du pot, mais il avait quelque chose d'important à me dire, c'est que lui, la version que je lui avais donnée lui convenait, pourquoi pas, mais qu'il n'était pas si à l'aise que ça avec les tout petits, qu'il avait l'impression que je pouvais donner plus de texte, que je pouvais aller plus loin, que je pouvais faire plus autobiographique, ce qui m'a soulevé les poils des bras, parce que je déteste cette idée. Et puis, je ne lui ai rien promis. Je lui ai dit, ben voilà, tes éditeurs courtes et longues, je vais essayer de te faire une version longue, mais si jamais la longue ne te plaît pas, est-ce que tu accepteras de faire la courte? Et il m'a dit, oui, pas de problème, on fera le bouquin avec la courte. J'étais donc soulagée. Voilà, ça, c'est des qualités d'éditeur qu'on ne rencontre pas tous les jours. C'est cette espèce de respect, mais c'est aussi, comme il dit, ce rêve qu'il a du bouquin qu'il a dans la tête, lui, et qui est extrêmement respectueux, mais qui vous pousse au bout de quelque chose où vous n'osez pas aller. Et j'ai osé aller, grâce à lui, quelque part, et faire ce livre qui n'aurait jamais été comme il est s'il n'avait pas été là. En fait, ensuite, c'est très marrant parce que dans notre trajectoire, et on va vous parler du bouquin suivant, puisqu'on était là avec mon père, rescapé de la Shoah, la peinture, l'art, etc., j'ai osé lui proposer de reprendre une reprise. C'est culotté, parce que pour un petit éditeur qui est créateur, proposer une redite, soi-disant, c'est presque insultant. Mais quand je lui ai dit que Sauve-toi Ellie, qui était paru en 2000 ou je ne sais plus quand, au Seuil avait été abandonné, l'histoire d'un enfant caché, je me suis dit que c'était lui qui serait le père adoptif de mon Ellie. Et ça s'est fait, effectivement. Voilà. Oui, je crois, enfin, ce pourquoi je t'ai écouté à ce moment-là, à la fois pour Sauve-toi Ellie, puis ensuite pour le roman qui, Oui. dans une première vie, s'appelait Jamais de la vie, et puis qui Ouais, s'appelle Même pas en rêve. Il a quand même évolué, et tu vas peut-être nous parler énormément. de l'évolution Oui, à la bien fois sûr. de Sauve-toi Ellie et de Ouais, Même pas en rêve. ouais. Euh, Malgré tout, bon, c'est gentil, tu me parles de toutes les vertus, Elisabeth, Non, c'est pas gentil, hein, c'est vrai. mais bon, moi, j'écoute aussi une auteure avisée et Oui. aussi quelqu'un qui a une vraie grande expérience de l'édition. C'est-à-dire que je sais bien que tu ne m'emmènes pas sur ces chemins comme si c'était Ah oui, oui, juste oui. Non, parce non, que ça te fait bien sûr. plaisir de les revoir en librairie. Non, 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 non. Moi, Échange quand même de ce point oui, de vue. oui, c'est des vrais besoins, mais nous fonctionnons tous les deux, et c'est là qu'on s'entend, sur des besoins, pas des envies, pas pour se faire plaisir. C'est parce qu'on a l'impression qu'il y a une vraie nécessité. Moi, j'avais une vraie nécessité de faire paraître un bouquin avec mon père, puisque depuis 30 ans, je travaille avec des illustrateurs, et que finalement, j'ai vécu avec ce mec pendant des années, 20 ans, mes premières 20 années, et que ça m'a marqué, bien évidemment. Et quand je rencontre l'œuvre de Bernard Genet dans un salon du livre, puisque les salons du livre ont aussi cette fonction, on est bien endeuillé de Montreuil cette année, parce que c'est aussi la fréquentation des œuvres et des expositions, des œuvres et des originaux. Eh bien, quand je rencontre Bernard Genet, je me dis, ce type, il faut que je fasse un bouquin avec lui. Et je crois, a priori, que ça va parler de la merde de l'école. D'ailleurs, la première phrase de Couleur des saisons, c'est La fille du peintre n'aime pas l'école, comme quoi, voilà, on ne se refait pas, on fait toujours le même bouquin. Mais ce Sauve-toi Ellie est né bien des années avant, de la rencontre des œuvres. Je croyais que ça allait me mener à un problème d'enfant à l'école, ça disait par un institut au fin fond d'une campagne. Et puis, un jour, je me suis posé la question, mais que font ses parents? Pourquoi il n'est aidé par personne? Pourquoi il est dans cet état-là? Et ma réponse a été, bah, c'est évident, c'est un enfant caché au fin fond d'une campagne. Après, j'ai découvert que c'était Isieux, enfin voilà, c'est des choses qui reviennent, et on travaille avec son inconscient. Et il était évident que ce qu'il vivait, mon Élie,
devenu Émile pour lui sauver la peau, c'était ça. Donc, ce livre-là, j'ai été pas malheureuse de le voir mourir, j'ai été révoltée de le voir mourir. Parce que vu la remontée de l'antisémitisme toutes ces dernières années, vu toutes les visites que j'ai faites dans les écoles grâce à des instituts formidables, je savais et je sais à quel point ce bouquin, il marchait. Et il marchait pas n'importe comment, il marchait sans étoile jaune dedans, ce qui était ma fierté. Bien sûr que j'aurais pu racoler en mettant une belle étoile jaune sur la couverture et il aurait continué à exister au seuil. Je comprends très bien le commerce. Mais là, je tombais sur un éditeur qui comprenait, qui comprenait mon problème de fille de rescapé juif. C'est très, très curieux. Donc, on a vécu ça avec Couleur des saisons. On est passé, donc, avec le Bernard Genet dans notre Élie, qu'on a refait merveilleusement et pas tellement à l'identique. On a aussi bougé bien des choses dans la couverture, ce qui est essentiel. Et puis après, qu'est-ce que j'avais envie de faire avec Jean? Eh bien, forcément, c'est comme dans une cour de récré. Tu joues à quoi? Il m'a dit, bah, je joue à faire des romans pour ados maintenant. Mais je lui ai dit, attends, je ne peux pas t'en pondre un dans la minute, mais j'ai quelque chose, j'ai quelque chose dans mes tiroirs qui est injustement abandonné dans une édition de poche. Et je pense qu'il y a du potentiel dedans et que ça vaut le coup d'être fait. Et je l'ai déjà vécu ailleurs. Et on a refait même pas en rêve. Et on Voilà, n'avait même pas en rêve. On a une changé. nouvelle Enfin, version. oui, et on s'est régalé. Et évidemment, une fois de plus, Jean a réussi à me pousser dans mes retranchements, à me dire et là, et là, et là. Et puis voilà, et c'était formidable. Encore une troisième aventure formidable. Et j'espère qu'on va vivre suffisamment longtemps, enfin moi, parce que je suis plus jeune que lui, pour en vivre bien d'autres. Considérablement. Betty, merci beaucoup Elisabeth. De Euh, rien. Betty, on se connaît depuis très longtemps, depuis une autre vie. Euh, En fait, on avait fait plusieurs livres déjà auparavant de cette autre vie. Il se trouve que j'ai développé une collection qui s'appelle Petit livre grand texte où on illustre des grands textes du patrimoine. Et m'est venue cette idée un peu folle d'illustrer La recherche du temps perdu de Proust et donc des extraits évidemment, mais rien que des extraits de la recherche en soi c'est une folie. Pour ça, je me suis dit qu'il me fallait quelqu'un qui a un regard à la fois synthétique et analytique, quelqu'un qui sache voir les choses de manière très profonde je te l'ai proposé à toi, ce que je ne savais pas quand je te l'ai proposé, et là ça a été un vrai bonheur pour l'éditeur que je suis. Ce que je ne savais pas, c'est que tu étais une grande lectrice de Proust, et en fait le livre et les extraits de Proust, je ne les ai pas choisis seuls, on les a vraiment choisis ensemble, et je crois que ça a apporté quelque chose de nouveau à l'édition même du livre. Est-ce que tu peux nous en parler en mettant ton micro, en mettant ton micro. Voilà. Oui, alors oui, donc pour ce livre qui est un petit peu particulier, puisque c'est vrai que, comme tu le dis, cette idée d'illustrer un texte comme ça, qui fait partie du patrimoine, etc., c'était pas quelque chose que j'avais personnellement ni eu envie, ni eu l'idée de faire. Donc c'est vraiment toi qui, en proposant ça, m'a un petit peu surpris aussi, puisque aussi, moi, étant grande lectrice de Proust, mais d'autres textes, enfin, grande lectrice en général de littérature, du coup, presque j'avais aussi une petite réticence à l'idée de donner des images à des textes qui se suffisent à eux-mêmes et qui ne sont pas du tout pensés pour être imagés, quoi. Et en fait, c'était aussi un défi à ce niveau-là. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut apporter quelque chose et non pas dénaturer un texte ou bien lui apporter une image qui serait sans intérêt, juste illustrative comme ça. Donc voilà, c'était un défi pour moi d'essayer de garder un intérêt à un livre qui soit illustré, mais avec un texte qui n'est pas destiné du tout à être illustré. Et en plus, qui n'est pas destiné en plus à être lu par des enfants, a priori.
Donc oui, effectivement, un défi de faire... ah, je vois que tu... OK. Donc un défi de se lancer là-dedans. Après, pour la Madeleine de Proust, du coup, on est parti sur 3 extraits finalement, et ça fonctionne un petit peu comme 3 petits chapitres. Ce sont vraiment comme... c'est pas un livre qui raconte une histoire vraiment, mais plus des moments de vie. Là, eh bien, on a fait cette structure en trois petites parties qui racontent des moments clés, on va dire, du début de la recherche du temps perdu, c'est-à-dire la Madeleine, la découverte de son monde, enfin de ses souvenirs par un homme adulte lorsqu'il goûte une Madeleine et que ça lui fait repenser à son enfance. Et puis ensuite, une fois qu'il est parti dans son enfance, eh bien, on a traité la scène où il va se coucher quand il est enfant et qu'il attend avec impatience que sa mère monte le voir pour l'embrasser. Et il redoute en même temps ce moment, puisque sa mère, après, redescendra très vite. Et en dernier, on a traité un petit peu le sentiment amoureux, puisque c'est la rencontre visuelle hein, uniquement avec une jeune fille qui s'appelle Gilberte dans un jardin, un après-midi comme ça, une espèce de coup de foudre de la part de l'auteur de Marcel Proust, enfin de Marcel, le narrateur, pour cet enfant. Et donc, du coup, ce sont 3 scènes un peu difficiles dans le sens où un enfant n'a pas forcément, dans le cas de la Madeleine, de notion de souvenir, de passé, de nostalgie, etc. Donc, il s'agissait de faire passer ces notions-là, qu'elles soient accessibles, si vous voulez, à un public enfant. Et puis, à la limite, la scène la plus évidente, c'était celle du coucher où il attend sa mère pour le baiser du soir. Et puis, il y a aussi, mais voilà, il y a Non, mais tu as plein raison, de tu as raison. choses. Pardon, Betty, de te couper, mais tu as raison Oui, de dire qu'en effet, c'est compliqué d'expliquer à un enfant le phénomène de la réminiscence. Mais ce qui est d'extraordinaire, et c'est pour ça qu'on a choisi ces deux planches-là, c'est de montrer que toi, tu as transcrit l'idée de la réminiscence par un autre phénomène qui est celui de la métamorphose. Et ça, je trouve que c'est vraiment prodigieux. Et donc là, l'éditeur que je suis était très surpris, mais il n'a pas cessé d'être surpris parce qu'ensuite, quelques temps plus tard, tu es arrivé avec un projet complètement ouf autour, inspiré, disons, librement inspiré des études d'un neurologue américain très célèbre qui s'appelle Oliver Sacks. Ça a donné cet album qui s'appelle Extravagant, dont on pourrait se dire que, bah, comme il est inspiré d'études d'un neurologue, bah, il est très complexe. En fait, pas du tout. Tu as réussi à en faire quelque chose de tout à fait simple. Et il est si simple d'ailleurs qu'il a gagné le prix Pichou du Salon du Livre de Saint-Paul-Trois-Châteaux en son temps. Et voilà, dis-nous-en quelques mots, s'il te plaît. alors oui, c'est vrai que c'est lointainement inspiré du livre L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau que j'avais lu il y a très longtemps. Et donc, ce n'est pas directement, si tu veux, voilà, je n'avais pas relu ce livre récemment quand j'ai pensé à cette histoire, mais voilà, c'est l'histoire en fait de sensations, de rapport au corps, à notre corps, à nos sensations, à nos sens. Donc, je voulais faire quelque chose qui soit vraiment, en fait, un livre où il n'y a pas de personnage, mais où le personnage est présent partout, à travers des morceaux, si vous voulez, des morceaux de lui, à travers une pensée qui se déroule peut-être un peu comme une pensée narrative qui se déroule. Voilà. Donc, en fait, ce sont des bouts de personnages qui sont présentés à chaque fois. À chaque page et à la fin on découvre que le personnage est un personnage entier effectivement qui est fait de plein de morceaux, non seulement de corps mais aussi plein de morceaux de pensée, etc. Bon, peut-être
ma vision. Je sais C'est en film, mais je ne voudrais pas qu'on n'évoque pas ce merveilleux livre qui s'appelle Ronron. Je voudrais juste dire aux gens qui nous écoutent qu'il y a 2-3 étés, on a une longue discussion autour de 2 projets dont tu avais l'idée comme ça, qui n'était pas finalisée, mais tu en avais l'idée. Et puis, il y avait cette idée d'un livre un peu carré. Il est pas du tout carré maintenant, mais à l'origine, il était plus ou moins carré, mais il y avait des ronds de temps en temps, et puis je t'ai dit, ça serait peut-être pas mal quand même de se donner cette contrainte du rond, et j'ai plus entendu parler de toi pendant quelques mois, et un jour arrive un manuscrit qui, je dois dire, m'a véritablement et physiquement fait pleurer, parce que il s'inscrivait dans sa lecture la capacité de réunir aussi bien un jeune lecteur que, par exemple, un enfant qui ne saurait pas lire et sa maman qui lui lirait le texte. Il y a véritablement quelque chose dans ce livre qui est de l'ordre de la magie. Euh, Dis-nous quelques mots de ce processus de création entre ces 2 moments, s'il te plaît, de manière courte, parce qu'on va Oui, oui. passer à la suite. Alors, oui, c'est vrai que j'aime bien aussi partir, moi, de contraintes formelles, de contraintes graphiques pour raconter quelque chose. Donc, je ne pars pas forcément d'une idée préconçue du style j'ai envie de parler de telle chose ou de telle chose, mais c'est parfois des images ou des suites d'images que j'agence, que je réagence et qui m'amènent petit à petit à ensuite écrire et puis réécrire et refaire des images. Donc, ce livre, il est né comme plein d'autres, c'est-à-dire il est né d'images et ensuite voilà, l'ambiance et le texte est né par la suite. Et Super. je sais pas, là je suis claire, je suis courte là. Non, mais c'est court, c'est parfaite. Parfait. Okay. On va passer à Nancy Gilbert, puis Anna Griot. D'abord Nancy, parce qu'on a fait un premier livre ensemble. Quand on s'est rencontrés, tu m'avais proposé 3 projets. De ces 3 projets, il y en a un que j'ai trouvé extraordinaire, qui a donné Le secret des fleurs de neige. Et puis ensuite, tu as eu envie de me proposer un autre projet autour des arbres. Je le vois derrière toi, l'arboretum, des arbres, et puis de leurs caractéristiques incroyables, et il fallait quelqu'un pour l'illustrer. Il se trouve que au même moment était venue me voir une jeune illustratrice pas encore émoulue des Arts Déco de Strasbourg. Elle était encore étudiante aux Arts Déco de Strasbourg, Anna Griot, mais déjà très courtisée par pas mal de gens dans l'édition française. Et j'ai eu envie de proposer ça à Anna. Mais je ne conçois pas qu'on puisse former un duo sans qu'il y ait une adhésion des 2 personnes. Donc, à Nancy, j'ai montré le book d'Anna, et à Anna, j'ai montré le projet de Nancy. Et au-delà de ça, il me semble véritablement important que, bien sûr, on travaille ensemble, on travaille à 3, on travaille en équipe, mais il faut aussi, me semble-t-il, qu'il y ait quelque chose qui se passe entre l'auteur et l'illustrateur ou l'illustratrice, indépendamment du travail avec l'éditeur. C'est quelque chose qui doit véritablement se lier. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ces premiers moments, toutes les 2, s'il vous plaît? Ben oui, tu as bien résumé, Jean. Tu as oublié de dire, alors moi je vais rebondir sur ce qu'a dit Elisabeth, c'est que tu oublies de dire que quand je t'ai amené mon projet sur les arbres, c'était un bébé projet pas du tout abouti. Et tu m'as poussé exactement ce qu'a décrit Elisabeth, c'est-à-dire que tu m'as dit que je pouvais aller beaucoup plus loin, explorer beaucoup plus de choses et surtout mêler le rêve et le documentaire. Et voilà, je n'oublierai jamais l'éclosion de ce projet où tu m'as permis et tu m'as dit va plus loin, va beaucoup plus loin. Donc ça a été déjà une énorme surprise. Donc je l'ai complètement réécrit. Complètement réécrit. Je me suis vraiment fait plaisir parce que j'ai pu explorer, j'ai pu aller très loin dans ce que je voulais écrire. Et ensuite, deuxième surprise, tu m'as présenté Anna et son travail, son merveilleux travail. Voilà. Dont je suis absolument fan. Et puis Anna a saisi complètement aussi cette double injonction dans l'arboretum, c'est-à-dire le rêve éveillé et le documentaire.
Donc, je me souviens encore de la rencontre. Je me souviens du moment où on a pris le temps à Montreuil, où elle a lu le texte et elle m'a dit, j'adore, j'ai envie de l'illustrer. Voilà, elle m'a dit merci aussi pour ce texte. Donc, ça a démarré comme ça. Oui, c'est vrai que du coup, si je peux prendre la suite, de même, moi, je suis une grande fan du travail de Nancy et en fait, pour moi, c'était vraiment une surprise de recevoir ce texte parce que c'était l'un des tout premiers textes que je recevais pour l'un des tout premiers albums que j'allais publier. Et en fait, Jean et Nancy ont vraiment répondu à une demande que je n'avais pas faite, qui était de lier fiction et documentaire. Alors, je ne sais pas comment Jean, je ne me souviens plus exactement de ce qu'on avait discuté la première fois, peut-être qu'on l'avait évoqué ensemble ou peut-être il avait vu ça dans mes illustrations qui n'étaient pas du tout documentaires dans le book que je lui avais montré. Mais il se trouve que moi, ça correspondait vraiment à une envie qui est une envie qui est toujours présente aujourd'hui et qui est toujours présente dans les livres qu'on fait ensemble avec Courtes et Longues et Nancy Guibert, qui est de mêler vraiment ce côté fiction d'un album jeunesse, entre guillemets, avec une histoire classique et la formidable richesse que peut nous offrir le documentaire. Et donc, c'est en plus, moi, je suis vraiment quelqu'un qui n'écrit pas du tout, qui n'est pas à l'aise avec l'écriture. Donc, il fallait vraiment, en plus, que je trouve quelqu'un qui pouvait m'offrir un texte suffisamment riche pour y glisser du documentaire. Et c'est ce que Nancy et Jean m'ont offert. Alors ensuite… Alors, là, on voit quelques plans de l'arboretum. Exactement. Ensuite, vous avez émis l'une et l'autre le désir de vous retrouver dans un autre projet. On n'en avait pas à disposition, on ne savait pas trop quoi. Mais il y avait quelque chose qui, moi, m'avait frappé dans les illustrations d'Anna, c'est que ce sont des illustrations très colorées qui souvent, alors là, c'est pas le cas, mais souvent, elles ont un fond noir ou un fond sombre. Et je lui ai dit, mais c'est quelque chose qui est très, très présent chez toi, c'est assez amusant. Est-ce que tu voudrais pas qu'on explore cela dans un livre et te conduire de la nuit vers le jour? Et Anna a eu la générosité, la gentillesse d'accepter cette idée abracadabrante, et Nancy Itou a dit bingo, j'y vais. Donc elles se sont beaucoup parlé et elles ont échangé. Elles vont vous dire en quelques mots, parce que là aussi on va devoir aller relativement vite, mais elles ont beaucoup échangé pour cet album, et est née Nuit. Vas-y Nancy, vas-y Anna. Alors moi, ça m'intéressait beaucoup d'explorer le thème de la nuit. Je n'avais pas remarqué qu'Anna dessinait que des fonds noirs. C'est Jean qui m'en a fait prendre conscience. Moi, ça ne m'avait pas du tout attirée. Pour moi, il y avait une grande logique. Et donc, j'ai posé une question à Anna. Je lui ai dit, voilà, si tu dis que tu dessines depuis petite, qu'est-ce que tu disais à ta maman? Et elle m'a dit, je disais, je dessine des nuits, je dessine la nuit. Et donc, je suis partie de cette phrase. Et la nuit, pour moi, je ne sais pas pourquoi c'est venu se glisser. Je voyais une petite fille au fond de l'océan qui descendait en elle-même et puis qui remontait forte de quelque chose qu'elle avait découvert. Donc, j'ai demandé à Anna, quel est ton animal marin préféré? C'est là qu'elle m'a parlé du sélacanthe, qui est ce poisson voilà, presque millénaire qui vit caché dans les rochers, qui observe. On le voit là, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais voilà, on le voit là. Oui, tout à fait. Cette histoire, en fait, elle part vraiment d'une anecdote que j'ai racontée à Jean lors d'un de nos rendez-vous, qui était le fait que ma maman me disait que je dessinais des nuits quand j'étais petite fille. Donc, en fait, je peignais des feuilles en noir que je pliais en 4 et que je mettais dans un placard. Je lui disais, je fais des nuits. Ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que même au début, ça l'inquiétait un peu, jusqu'à qu'elle comprenne que c'était juste voilà, une fascination de ces univers nocturnes et de ce qui pouvait se passer dedans. Et puis, finalement, quelques dizaines d'années après, une vingtaine d'années après, ça fait un album. Et Nancy a su tirer de cette petite anecdote et de l'univers que moi je développais toute une histoire, qui est une histoire extrêmement poétique autour de cet univers de nuit, et qui mêle en plus l'une de mes autres fascinations, en plus de la nuit, qui est l'univers aquatique et les fonds sous-marins. Donc une belle collaboration, puisque moi, j'aurais jamais écrit ce texte toute seule. Et c'est vraiment Nancy qui a tiré ce fil, Nancy avec Jean, qui ont tiré ce fil pour en faire cet album qui s'appelle Nuit. Alors, on va aller assez vite sur le dernier projet,
même si c'est un projet enfin c'est un livre qui va paraître là au tout début 2021 et qui est issu d'un appel d'offres. En fait, les archives départementales de Haute-Savoie avaient envie de faire un livre pour faire découvrir le monde des archives. Et on a gagné cet appel d'offres et on l'a gagné avec Nancy et Anna. J'avais envie de présenter un duo qui sache véritablement, pour ce qui est de Nancy, s'intéresser, se documenter, être précise dans sa description, et pour Anna, le fait de savoir transcrire un univers, et à elles deux, elles ont créé un univers qui n'est pas celui des archives, mais qui évoque celui des archives pour des enfants. Et ça donne quelque chose de véritablement magique. En quelques mots, on va devoir être assez bref, mais en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet, Nancy et Anna, s'il vous plaît? Oui, très rapidement, en fait, quand on a visité les archives, d'abord en visio et puis en présentiel, moi, j'ai eu l'impression d'entrer dans une fourmilière, tout aller dans tous les coins, les archivistes, voilà, c'est très… et en même temps, c'est très codifié, très organisé. Et donc, on en a beaucoup discuté avec Anna, et elle avait aussi cette idée de, je pense, hein, de fourmillement. Et donc, on est parti sur un univers très imaginaire, et il fallait glisser tout ce qui était pédagogique sans que ce soit un livre didactique. Donc ça, c'était vraiment le grand défi de ce projet. Faire passer toutes les notions que les archivistes voulaient qu'on découvre, mais rester poétique et faire rêver les petits lecteurs. Et pour te compléter, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui est très intéressant aussi avec les archives, c'est que c'est un monde qui est extrêmement riche. Les documents sont formidables, il y a des parchemins qui ont des centaines et des centaines d'années, mais c'est extrêmement riche dans un cadre très très froid. Tout est évidemment très aseptisé pour que les documents ne soient pas abîmés. Donc tout est dans des caisses qui sont grises, froides, dans des placards pareil, blancs, très hospitaliers finalement. Donc nous, notre rôle, c'était vraiment de sortir cette richesse pour la montrer dans le livre, avec beaucoup de fiction évidemment pour en faire tout un univers magique. Mais voilà, c'était ça, vraiment cette collaboration des archives qui nous ont permis d'entrer dans cet univers de bibliothèque très froid, de faire découvrir les richesses, et puis après Nancy qui a tiré ce texte très riche et très poétique à partir de cette expérience, et moi qui ai tenté de le mettre en image aussi bien que je pouvais. Tu as très… Alors, pardon, oui, donc, juste, nous allons passer à la deuxième partie, les livres ovnis, ce qu'on appelle les livres ovnis. Eh bien, le premier, peut-être, ou un des premiers qu'on ait fait, c'est un projet, véritablement, ça c'est un projet de Betty, même si on l'a développé ensemble. L'idée de Betty, à la base, c'est l'idée de Betty, c'est un livre affiche. Qui, pour le premier, s'appelle 4 saisons. Et on a fait un petit film pour vous le présenter. Je vais lancer le petit film et tu pourras parler dessus, Betty, pour nous le présenter. Voilà. Alors, oui, effectivement, ce projet est né à la base d'une résidence aussi que je faisais à Épinay-sur-Seine à l'époque. Et j'avais proposé en fait d'utiliser une partie du budget de la résidence pour imprimer un livre un petit peu particulier que j'avais en tête et qui serait offert aux enfants aussi. Donc finalement, ce projet a pris plus d'ampleur que prévu, puisque après j'en ai parlé à Jean, et Jean a décidé aussi de l'accompagner en tant qu'éditeur. Donc du coup, non seulement c'était un projet qui avait été porté par cette résidence, mais il a eu un accompagnement éditorial en plus. Donc c'était vraiment là qu'on a pu aboutir l'idée et créer aussi ensemble ce coffret, en fait, enfin la forme qu'il a pris, etc. Et c'était l'idée, en fait, d'avoir une petite narration autour des 4 saisons, mais sous forme d'affiches qui se déplient comme ça et dont on découvre petit à petit l'ambiance et le contexte, puisque au début, on a juste une forme ronde comme ça, et petit à petit, on resitue cette forme dans un contexte plus large. Ok, merci. Et donc, on a fait ensuite, on a proposé, enfin, on a rencontré
les responsables des éditions du Musée des Confluences. Vous n'étiez pas encore là à l'époque, Solveig, mais vous êtes arrivé un tout petit peu plus tard, mais on les a rencontrés parce que le musée n'était pas encore sorti de terre, et le responsable Cédric Lessec, le responsable à l'époque, a vu ces livres affiches et a eu envie qu'on en fasse un pour le Musée des Confluences. Je vais le montrer rapidement, Solveig, et puis on va revenir à vous. Je vais présenter en 2 mots quand même le Musée des Confluences et puis dire quelle est notre collaboration sur plusieurs projets assez étonnants, je crois. Donc là, je vais vous montrer déjà Devinez quoi, qui est un projet qui est assez similaire à celui-ci, voilà, ça veut bien, assez similaire à celui des 4 saisons, avec des affiches. Et là, en fait, ça permet de retracer les 4 grands domaines couverts par le Musée des Confluences, et avec notamment, pour le domaine du vivant, une sauterelle feuille, vous allez voir. On ne sait pas s'il s'agit d'une sauterelle, enfin, on ne sait pas s'il s'agit d'un insecte, on ne sait pas s'il s'agit d'une feuille. Voilà, ça arrive. Et donc, vous voyez qu'en dépliant, on ne sait pas à quoi on a affaire jusqu'à ce qu'on ait la révélation en ouvrant la fiche dans son intégralité. Puis, une fois qu'on a replié la fiche, eh bien, sur le verso de la fiche, on a le cartel qui permet de nous parler de cette sauterelle-feuille, qui est un insecte qui se trouve au Brésil. Mais Solveig, voilà, je voudrais quand même dire aux gens qui nous écoutent que nous, on participe à des appels d'offres avec d'autres musées que vous, et il se trouve que quand même, le Musée des Confluences a cette spécificité de savoir lui aussi avoir envie d'explorer les frontières éditoriales et de prendre des risques dans vos projets. Et on en a été les bénéficiaires au moins à 2 autres reprises. Et vraiment, j'en suis tellement heureux parce que sans vous, nous n'aurions pas pu faire ça. Et puis aussi, c'est une manière de travailler qui est tout à fait étonnante parce que vous dépassez les exigences de la conservation. Hein. Il y a une vraie nécessité à respecter les règles de la conservation, et en même temps, vous prenez des risques pour correspondre à ce que le marché de l'édition peut avoir envie de découvrir. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots? Je vais montrer les 2 autres projets, on en parlera un tout petit peu mieux, mais je vais montrer en même temps les 2 autres projets, Solveig, parce qu'on court un peu contre le temps. Mais voilà, je veux bien que vous parliez un petit peu de votre politique éditoriale et des rapports que cela engage avec un coéditeur comme nous. Tout à fait. Ben, comme vous l'avez dit, le Musée des Confluences est quand même une institution qui est assez jeune. Elle est sortie de terre en décembre 2014. Et avec cette volonté en fait de montrer nos différentes collections qui s'articulent autour des sciences humaines, des sciences naturelles et des sciences et techniques. Et la volonté en fait, c'est de créer un dialogue entre tous ces objets, toutes ces œuvres et tous ces animaux. Et donc, à partir de là, en fait, est née l'idée du récit. Au Musée des Confluences, la volonté, c'est de vraiment se tourner vers nos publics et de leur raconter une histoire, de les emmener dans l'histoire donc de l'humanité, des origines jusqu'à aujourd'hui, quand on y arrive avec les expositions temporaires. Et c'est vrai qu'on travaille quasiment exclusivement en coédition et donc par appel d'offres. Les éditions courtes et longues ont souvent donc travaillé avec nous grâce à cet appel d'offres. Et l'idée, c'était en fait pour chaque exposition pour lesquelles on souhaite développer un ouvrage. Je dis ouvrage parce que ça reste quand même très varié. On fait de la littérature, mais aussi de l'album d'exposition, de la bande dessinée. C'est de cette recherche en fait d'avoir une édition qui soit en lien avec notre exposition, nos contenus scientifiques, parce qu'on a quand même à cœur de toujours apporter des connaissances et une rigueur scientifique dans nos ouvrages, mais aussi d'être vraiment tourné vers notre public et donc de trouver la forme éditoriale qui sera la plus à même de répondre à ça.
Et par exemple, vous montriez donc Hugo Pratt, Ligne d'horizon. Donc ça, c'est une exposition qu'on a fait au Musée des Confluences en 2018 autour de la bande dessinée d'Hugo Pratt. Et Hugo Pratt donc, est un auteur de bande dessinée prolifique et qui a développé 6 univers géographiques. Et pour cette exposition, on a accompagné l'exposition d'un Leporello de 48 pages. Et l'idée, c'était de trouver une forme éditoriale qui soit différente de tout ce qu'avait pu proposer Hugo Pratt de son vivant, mais aussi de donner en fait cette idée de parcours, d'itinérance en fait entre les différents univers qu'il avait créés autour de aussi bien donc l'Amazonie, les peuples du soleil, et donc la forme du Leporello que nous a proposé Jean était vraiment tout à fait adaptée parce qu'en fait ça permet vraiment cette idée d'itinérance. Et c'était aussi une manière en fait de donner un petit aperçu ou un petit objet de l'exposition, d'avoir une petite exposition chez soi, parce que c'est quand même un très grand format qui se déplie qui peut se déplier en fait sur une étagère et donc un petit bout du musée chez soi. Et puis, il y a Magie qui vient de sortir et qui est liée à une exposition qui va théoriquement ouvrir au Muséum de Toulouse. Puis chez vous, en 2022, c'est un catalogue trompe-l'œil parce qu'en fait, on a l'impression qu'il s'agit d'une boîte de magie, mais en fait, il s'agit d'un catalogue d'exposition protéiforme puisqu'on y trouve un grimoire, des cartes de tarot, des affiches, une baguette magique qui est en fait une affiche qui se déroule et qui est aimantée. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler en 30 secondes à peine de la genèse de ce projet? Donc ce projet, c'est effectivement un projet en lien avec le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse autour de la magie. Et l'idée, c'est que la magie, c'est un mot qui regroupe énormément de notions d'histoire et d'imaginaire. Et donc l'idée, c'était pas de classifier tout ça, mais d'en donner un aperçu et surtout déconstruire les codes, toutes les idées reçues qu'on se fait autour de la magie. Et on a joué justement avec ça, avec Jean et Anne Maumont du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, en proposant en fait un coffret dans lequel on retrouvait un grimoire, mais qui n'était pas un grimoire parce qu'en fait, ça reprend les textes scientifiques de l'exposition et du parcours, des cartes de tarot qui n'en sont pas non plus, mais qui présentent quand même des personnages importants comme le chaman de Sibérie, cette baguette magique qui est finalement un glossaire des termes techniques, et les affiches qui sont des notices d'œuvres, des œuvres qui sont présentées dans l'exposition. Voilà. Et c'était vraiment cette volonté en fait de jouer sur les codes et de toujours proposer quelque chose qui soit étonnant et qui a envie d'embarquer notre public en fait avec nous. Et l'autre contrainte que là je me suis fixée, elle n'était pas dans le marché, mais que je me suis fixée, c'était de tout fabriquer en France. Exactement. Parce que souvent ce genre d'objet est fabriqué très loin et j'avais pas du tout envie de ça. Je voulais vraiment que ça corresponde à ce que nous faisons habituellement aux éditions Courtes et Longues, c'est-à-dire qu'on est très attentif au mode de fabrication et on n'imprime qu'en Europe. Et là, il fallait vraiment qu'en plus ce soit imprimé et réalisé en France. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Je vous remercie toutes, mesdames, de votre participation. C'était super de vous avoir et de partager notre univers avec vous. J'espère que les gens qui nous ont suivis auront été intéressés par ce qu'on a pu leur dire, leur raconter, et que ça leur donnera envie de découvrir les livres des éditions Courtes et Longues, mais aussi les livres que vous avez fait les unes et les autres indépendamment des éditions Courtes et Longues, parce que vous êtes des gens brillants et des personnes qu'il faut suivre absolument. Et de même pour le musée, je trouve que c'est un musée tellement magique que vraiment, si vous ne l'avez pas encore visité, et dès qu'il rouvrira, il faudra y aller. Voilà. Merci. On va devoir mettre un terme à cette réunion. Merci beaucoup à vous tous et toutes pour votre participation à ce 36e salon. Merci. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.